Petit 2, la durée de l'être et l'être de la durée, double création d'existence. Notre ontologie temporelle est un scandale gnoséologique, mais elle est justifiée, portée, affirmée par les deux bouts. Il ne s'agit pas ici, il faut le rappeler, de constituer un traité de l'être de l'évolution, mais de saisir les deux bouts qui permettent l'intervention de la praxis, le temps le plus large et le temps le plus court. 2 points. Le devenir du devenir, temps sans finalité, et l'unité existentielle de l'instant, entre parenthèses, que ce soit l'instant d'une vie ou la vie comme instant. Ici, ce sera l'instant qu'est l'individualité. Le nouveau-né va naître de cette ontologie temporelle. La naissance est d'abord ontologique, c'est le petit de l'être qui apparaît, avant d'être le petit de l'espèce. L'être affirme ainsi son existence. 2 points. L'instant, qui est une vie, et l'existant de l'être, la temporalité par laquelle l'être éprouve son existence. Il y a donc une double prédétermination ontologique de la subjectivité du corps sujet. Le nouveau-né sera la pure mémoire des siècles. C'est pourquoi il peut être cette détermination de l'ontologie temporelle. 2 points. Être une durée. Il ne s'agit là que d'un héritage ontologique. Apparaît alors une détermination phénoménologique totalement méconnue des chercheurs, néo-kantiens ou ethnophilosophes, qui n'est autre que l'explication de la relation entre phylogénèse et ontogénèse. Celle-ci répète la phylogénèse, mais après que cette phylogénèse se fut accomplie. Quand le processus évolutionniste a pu accéder à la détermination de l'individu, celui-ci peut utiliser les acquis de l'être pour constituer le genre. Autrement dit, le corps sujet, pour être autonome, pour échapper à l'être en créant le genre, axiomatise et formalise de telle manière que la matérialité, la nature, l'organique de l'être soient abandonnés après en avoir extrait les principes de leur production. Autrement dit, le processus de création de la subjectivité se répète, mais en tant que pouvoir de la subjectivité. D'abord, elle est créée pour se recréer selon les lois de la création. Pour ce faire, elle reprend ses lois pour en faire les lois de son être. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'axiomatisation reprend les durées de l'être pour en faire la durée de la subjectivité. Quelle étonnante identité! L'être et la subjectivité seraient faits des mêmes éléments. L'ontologie temporelle se répète en sa plus longue durée et sa plus courte durée. À partir de cette identité surgit la différence. 2 points. L'être fait l'espace et le temps pour créer la subjectivité qui crée à leur tour l'espace et le temps de l'anthropologie. L'être fait l'espace et le temps pour créer la subjectivité que crée à leur tour l'espace et le temps de l'anthropologie. La subjectivité pourrait être interprétée comme une ruse de l'évolutionnisme. Constituer un sujet qui est rupture avec l'être, autonomie du genre, mais alors sujet qui reprend les catégories de l'être pour produire son anthropologie. Ce qui apparaît comme dénué de pouvoir est devenu le pouvoir de l'anthropologie, de créer. 2 points, le corps sujet. La subjectivité est pouvoir de création, comme l'être, comme la praxis. Ce sont les 3 pouvoirs du procès de production. Écartons la création comme caprice divin, puisqu'elle ne serait qu'impossible identification de la nécessité et de la gratuité. Les 2 pouvoirs nécessaires et contradictoires du divin, aporie de l'absolu, aporie de la liberté. Alors, à notre connaissance, il ne peut y avoir relation de l'être et de la durée, qui est le fondement même de la phénoménologie du corps sujet. La durée de l'existence répète la durée de l'être, comme l'ontogénèse répète la phylogénèse. Je passe au 3 ou pas, du coup Oui. Ok. Le corps sujet. Synthèse de la res, 2 points, cogitante et désidérante. Nous avons déterminé l'être en tant qu'ontologie temporelle. Celle-ci est délimitable par l'évolutionnisme et le transformisme. La plus longue temporalité possible est celle de l'évolution. La plus courte est celle de l'instant, moment de la présence du temps à lui-même, que ce soit l'instant de l'individu ou l'individu comme instant. Il s'agit là des temporalités pures, celles qui sont l'être en sa réification et en son élan vital. Si nous avons proposé cette ontologie temporelle, ce n'est pas pour établir une ontologie nouvelle, mais pour saisir les 2 bouts de l'être, le plus long et le plus court, qui peuvent être soumis à la praxis du genre humain. Pour ce faire, nous avons proposé 2 approches. À partir d'une ontologie temporelle constituée selon les temporalités maximales et minimales qui déterminent l'être et qui doivent être les lieux imposés à l'intervention de la praxis. D'une part, la logique du genre, apportée par la praxis, le fait, la praxis, le faire, le travail.
On peut établir les lois de sa constitution à partir de celles de l'être. Comment on passe de l'être au devoir-faire, comment celui-ci ne fait que reprendre le persévérer dans l'être, tout le parcours d'une intentionnalité, d'un sens. Ce dernier s'impose au devenir du devenir, temps aveugle de l'être, en lui apportant la finalité du procès de production, du temps spécifique de l'humain. Le genre s'accomplit par le dédoublement et l'engendrement réciproque de la substance et du sujet, c'est-à-dire la maximale dualité de complémentarité, qui est un accomplissement et un commencement du projet prométhéen. Le processus de la progressive rationalisation s'achève et s'accomplit en res cogitans, chose pensante. Celle-ci va se faire constitutive du corps sujet, 2 points. Une résultante de la logique se fait le principe du corps sujet. Le lieu de l'effectuation apparaît et se désigne lui-même. Rien de plus normal, 2 points. L'ontologie répète la phylogénèse, mais se différencie parce que synthèse. La res cogitans se fera corps-sujet en tant qu'achèvement qui se fait opérationnel. Le corps-sujet est l'opération de la res cogitans quand celle-ci s'est constituée. D'autre part, la phénoménologie du genre, l'homme naturel, s'achève et s'accomplit en tant qu'identification du processus identitaire et du processus consumériste. Le corps-sujet est aussi l'achèvement de ce parcours phénoménologique. 2 points. Res désirance. Le corps-sujet est donc constitué de 2 composantes venues d'ailleurs et qui se retrouvent dans un lieu commun. Il devient alors le lieu de leur relation, de la confrontation des termes antagonistes et complémentaires. Pas de production sans consommation, pas de consommation sans production. Le corps-sujet apparaît comme la solution des problèmes posés par la logique et la phénoménologie du genre. Il se constitue par cette résolution qui n'est autre que la synthèse du procès de production et du procès de consommation. Il est comme existence d'une opération synthétique qui sait concilier les contraires pour se produire en tant qu'unicité. C'est la synthèse de la res cogitans et de la res désirans. Res commune à la pensée et au désir. Si dualité il y a, ce ne peut être qu'à partir d'un lieu commun, quand la res se fait corporéité, celle de la dualité constitutive du genre humain. Le concept de corps-sujet est ce montage gnoséologique. 2 points. La différence est l'identification de la pensée et du désir. Tantôt, il dispose d'une composante préférentielle. Tantôt, il confond les 2 termes en un tout. La pensée contemporaine, néo-kantienne, n'a pas su reconnaître ce lien synthétique. Tantôt un traité du cogito de Descartes, et tantôt du désir, selon Freud. Mais quelle est leur relation? Chaque composante se développe indépendamment de l'autre. On fonctionne toujours selon la dichotomie de la matière et du sensible, du réel et du rationnel. Husserl, lui-même, n'a pas apporté une solution recevable, entre parenthèses, pour la praxis. L'intentionnalité ne peut qu'évacuer le désir, puisqu'elle se veut réduction édétique. Pour Kant, le sujet transcendantal rejette par définition le sensible et l'empirique. Le cogito préréflexif de Sartre marque un progrès. Il existe un savoir avant la pensée. Alors, il va retrouver le désir? Pas du tout. Celui-ci ne peut même pas apparaître, anéanti a priori par le jeu de l'anéantissement réciproque de l'en-soi et du pour-soi. On pourrait réduire la connaissance contemporaine à ce face-à-face. 2 points. La res cogitans et la res désirans. La modernité n'est que la réalité des deux clivages, des vieux clivages, pardon. D'un côté, Descartes, Husserl, Heidegger, de l'autre, Freud, Lacan. Comme un partage corporatif qui décide a priori du sens idéologique. À toi, à moi, à chacun son domaine. Et aux deux, la donation du sens. Ce qui n'est pas dit, 2 points, en fonction de votre situation de place. Aucun des 2 camps ne semble soupçonner la praxis, son pouvoir démiurgique. Restons entre nous, à un désir sans praxis, et à une pensée sans désir et sans praxis. Aussi, ce n'est pas demain la veille que le désir sera reconnu comme économie politique, entre parenthèses, du genre, et que celle-ci sera reconnue comme constitutive du corps sujet. Fin du grand 1. On s'arrête là pour nous. Dans ce texte, enfin ce paragraphe, là, on peut peut-être
essayer peut-être de cerner un peu mieux la notion de corps-sujet, qui est dans toutes ces pages, qui est quelque chose de central. Alors, là, à travers deux passages, à 2 pages d'intervalle, il dit des choses qui peuvent paraître différentes, mais il faut sans doute articulables les deux ensemble, à savoir, page 186, il dit il peut y avoir, alors, à notre connaissance, il ne peut y avoir relation de l'être et de la durée, la relation de l'être et de la durée, qui est le fondement même de la phénoménologie du corps-sujet. C'est-à-dire que l'être et la durée, alors l'être et la durée, c'est le schéma qu'il a fait finalement juste avant, avec en haut la corporéité et la durée en dessous. Donc ça, c'est une chose. Alors, pour tenter un peu de cerner ce qu'il entend par là, on peut également se baser sur ce qui est dit à la page 188. Le concept de corps-sujet est ce montage gnoséologique, la différence et l'identification de la pensée et du désir. Alors je pense qu'il y a sans doute un parallèle à faire entre la corporéité et la durée d'un côté, et puis la pensée et le désir de l'autre, parce que je pense que la pensée est plutôt du côté de la durée, puisque pour penser il faut de la durée, il faut projeter des choses, etc. Et à mon avis, que la corporité est plutôt du côté du désir, voilà, donc, mais il dit aussi donc, quelque part, je ne me rappelle plus où, que en fait, ce montage permet de donner la durée à l'être et l'être à la durée. Donc c'est également une relation, je pense, qui émerge comme ça, donc, depuis l'évolutionnisme, et qui n'existait pas avant. Donc on est effectivement dans quelque chose de nouveau et dont il semble, lui, faire, dans ces pages, dans ce livre 8, beaucoup qu'il mentionne très souvent. Donc je pense qu'effectivement, là, c'est quelque chose de central, la relation des deux constitue le corps-sujet, et donc il y a ce fameux schéma avec le temps matriciel qui rentre, il y a un temps résiduel qu'il appelle, et puis donc, et la durée qui est finalement qui se construit à ce moment-là. Durée qui est nécessaire à la praxis, comme également la pensée. Il parle aussi pas mal aussi il a l'air de dire effectivement que quand on passe effectivement de l'évolutionnisme aux formes de l'être, au genre et puis à la subjectivité, que les derniers axiomatisent des concepts, par exemple, la durée de l'être, pour en faire la durée de la subjectivité. C'est-à-dire qu'il reprend je ne sais pas comment dire, des lois qui sont apparues au niveau supérieur, au niveau de la phylogénèse finalement, et qui les axiomatise qui les extrait finalement de l'être pour après les axiomatiser. Et en fait, il parle, j'ai l'impression, pas mal des durées de l'être, durées qui sont déjà présentes au niveau de l'évolutionnisme, puisque l'individu, il y a une notion de durée, finalement, parce que l'individu, ça dure l'instant du vie, finalement, et puis après, voilà. Et donc,
il me semble dire qu'il extrairait au niveau suivant des lois ontologiques qui sont apparues au niveau supérieur, quoi. C'est pour ça qu'il dit le nouveau-né va naître de cette ontologie temporelle. La naissance est d'abord ontologique. C'est le petit de l'être qui apparaît avant d'être le petit de l'espèce. Donc il traînerait, il y aurait des filiations ontologiques également qui seraient un peu, dont on ne parlerait pas. Enfin, donc, après il dit que toute la science, tout le néo-kantisme, effectivement, ne traite pas de ça, hein, mais lui, comment on pointe ça comme possibilité comme matériau de base, quoi, finalement, pour la subjectivité et pour l'être humain de se constituer, quoi, à partir des données ontologiques du niveau supérieur, à savoir l'évolutionnisme. Et notamment la question de la durée, l'instant d'une vie ou l'instant, que ce soit l'instant d'une vie ou la vie comme instant. Donc instant c'est la durée, quoi, l'instant. L'instant qu'est l'individualité, c'est-à-dire ici sera l'instant qu'est l'individualité. C'est-à-dire que l'individu c'est vu comme un instant d'une durée, quoi, dans son traitement de l'évolutionnisme et des données ontologiques qui apparemment sont extraites. Et quand il parle aussi, je pense, d'ontologie temporelle, c'est ontologie, onto c'est l'être, temporel c'est le temps. Donc c'est un peu de donner ce qu'il dit, de donner l'être à la durée et la durée à l'être, finalement. C'est cette caractéristique ontologique, et en quoi il dit notre ontologie temporelle est un scandale gnoséologique. Là aussi, il dit page 186, constituer un sujet qui est rupture avec l'être, autonomie du genre, mais alors sujet qui reprend les catégories de l'être pour produire son anthropologie. Donc il parle notamment de la durée, je pense. En amont, il n'y a marqué rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, ça relève bien de cette physique newtonienne qui a justement une idée d'un point d'éternité de la matière. Enfin, c'est-à-dire que là, il le dit dans le sens de reprendre les catégories ontologiques qui ont été. C'est ça, oui, au niveau supérieur. Finalement, on a un petit peu. Du coup, j'essaie de regreffer le débat de la dernière fois, et notamment ce que tu as dit sur le point de fuite de la production par rapport au point de fuite minima de la consommation. Cette espèce de ça, j'ai trouvé ça a résonné assez bien à la suite du dernier débat, si tu veux, ce qu'Arthur a énoncé comme ça, la superposition de ce rapport infini production et infini amour petit consommation, ça me semblait, ce schéma-là me semblait bien recouvrir ce que je perçois maintenant, enfin chez Kluskar, comme la physique structure, quoi. Il en parle. Ouais. Et là, du coup, je relève, alors peut-être que c'est trop critique de le relever, mais justement, rien ne se crée. C'est pas combien, ça Juste en amont, hein, c'est juste en amont. C'est page. Tu as le numéro de page C'est la 185. Pour ce faire, elle reprend ses lois pour en faire des lois de son être. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, ça.
Parce qu'il parle aussi de la consommation de la production après. Hein. Oui, donc c'est clair, justement, c'est clair ce que... Alors, et justement, je pense que, enfin, bon, ça c'est un peu ce qui dit la res cogitans et la res désirance, on peut le raccoler aussi au schéma qu'il a fait, parce que la pensée, voilà, et puis le désir, voilà, donc c'est un peu... Et donc la production étant plutôt du côté de la pensée, quoi, également, et de la consommation du... C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Oui, voilà. Et c'est de coller justement quelque chose pour l'unifier. Oui, j'ai l'impression de ça, mais peut-être me trompe. Hein, oui, non, mais on dirait bien qu'il essaie de l'unifier. J'ai l'impression qu'il est aussi... Il veut unifier les deux axes. Il est... pensée, désir. Désir du corps. Oui, donc du coup, il essaie d'unifier quoi, les deux axes. Ah, il rend compte de l'émergence de ce que lui appelle le corps-sujet. C'est un truc qui surgit avec notion de durée et de comment passé, présent, futur, et également de corporéité, les deux étant en rapport dialectique permanent. Quoi. Il ne se voit pas comme étant un montage. Il parle du corps-sujet. Le corps-sujet se constitue par cette résolution qui n'est autre que la synthèse du procès de production, du procès de consommation. Et il ajoute là, page 188, tantôt il dispose d'une composante préférentielle entre la pensée et le désir, tantôt il confond les deux termes en un tout. Est-ce qu'on peut éclairer la troisième voie là qui essaie de... C'est quoi la troisième voie? C'est-à-dire que là d'un côté on a... Le petit 3, ça veut dire? Non, je veux dire, enfin par rapport à ces deux axes, d'un côté idéaliste, et puis de l'autre, je sais pas, c'est quoi sur le désir Il appelle ça la res désirance. Ouais, alors du coup c'est quoi je vais pas simplifier, mais... Bah, c'est un matérialisme quand même. Ah bah oui, je crois que c'est matérialiste, le désir... Enfin je veux dire la pensée du désir, celle de... Je connais pas assez. C'est-à-dire qu'il reproche finalement aux autres de soit se tenir d'un bord, soit de l'autre, et de ne pas faire la synthèse. C'est-à-dire qu'il dit, bon, d'un côté, il y a Descartes, Husserl, Heidegger pour la res cogitans, et puis de l'autre, Freud et Lacan pour la res désirance, et puis voilà, pas de synthèse entre les deux. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'il prétend en avoir une. Ah bah, ouais, je pense, oui, qu'il prétend en avoir une. Donc, il faut arriver à la... Hein? Il faut la voir. Prétend que... Eh ben, il veut montrer qu'au départ, voilà, c'est l'homme est constitué de ces deux éléments, le procès de production, procès de consommation, et que on peut même en établir les briques au plus bas niveau quasi ontologique. Quoi. Alors, avec son schéma, là, c'est quand même un schéma qui est quand même assez lourd de sous-entendu ontologique, quand même, quoi, sur la durée, notamment l'apparition de la notion de la durée. Enfin, c'est quelque chose qui est assez commun quand on en parle tous les jours, de la durée. Bon, ça va de soi. Quoi. Alors lui, il reprend d'une certaine manière ontologiquement, si tu veux, en montrant que non, c'est quelque chose qui s'est constitué,
et sur la base de la constitution du corps sujet, quoi. Et qui est propre, qui serait propre finalement à l'être social qu'elle est. Moi je le comprends comme ça. Et du coup, comment il fait cette unification? Comment tu le comprends? Bah, apparemment, alors, je ne sais pas comment je crois qu'il la sous-tend là un peu partout dans ces pages-là. Maintenant, qu'il la démontre de manière absolue, ça c'est autre chose, quoi, mais au moins il émet donc cette hypothèse, quoi, et donc il le fait en tentant de prendre vraiment les éléments de base, quoi, c'est-à-dire les briques constitutives, puisqu'il part de l'être. Juste nouveau-né, quoi. Comment? Dès la naissance. Dès la naissance, oui, mais mieux que ça quand même, parce qu'en fait il dit à un moment donné que le petit de l'être, c'est-à-dire le nouveau-né, avant d'être le petit de l'être, avant les petites espèces et le petit de l'être. C'est-à-dire qu'il dit que avant d'être le petit de l'espèce, il reprend des catégories de l'être qui viennent supposément d'un niveau au-dessus, ontologique, l'évolutionnisme, à savoir, c'est ce qu'il dit, hein, la durée de l'être, la durée qui est la durée d'un individu comme dans le processus de reproduction de l'évolutionnisme, et qui est repris en tant que catégorie ontologique par filiation en quelque sorte, dans le corps sujet qui se constitue à partir justement de la durée, du fait de cette rétention de temps qu'est la durée. Et ça suppose qu'il y a déjà une transformation dès la naissance de cette espèce humaine. Ça suppose qu'effectivement tu aies les possibilités sans doute bien sûr de le mettre en place dès la naissance, alors, mais quand même c'est un être social, quoi. C'est-à-dire que si tu laisses un petit tout seul, il ne va rien faire, quoi. Il deviendra un homme sauvage, quoi. Il y a tout ce passage finalement le temps d'éducation, le temps social est primordial, quoi. Bon, parce que là c'est lui qui vient, il insiste aussi sur le fait que ce soit un prématuré, que l'homme est un prématuré, c'est-à-dire que dès le départ, pour sa survie, il a besoin de l'autre, de sa mère, il n'est pas autonome, quoi. Donc c'est Mais il est potentiellement dès la naissance, c'est ça que je n'arrive pas à... Ben, il est potentiellement, mais de par les autres aussi, quoi. Parce que si tu le laisses tout seul, c'est pas un truc génétique, quoi. Alors pourquoi donc Enfin, à mon avis, quoi. Hein, alors moi, j'ai l'impression d'avoir justement perçu qu'il le disait comme il y avait une transmission génétique de... Attends, je l'ai mal compris, donc... À mon avis, ce qui est sûr, c'est que la propension à faire ce qu'il appelle le corps sujet, ce montage spécifique, il est permis par la génétique, hein, par le génome, mais c'est pas parce que tu nais homme que tu vas forcément devenir un homme social, quoi. Si tu n'as pas toute cette maturation de l'éducation et du rapport à l'autre, tu feras rien, quoi. Je veux dire, c'est quand même très lié, à mon sens. C'est pas à prendre en pure génétique, quoi. Mais néanmoins, bon, c'est vrai que néanmoins, on a un potentiel sans doute pour le faire, quoi. Avoir cette possibilité de faire d'avoir une notion de la durée, parce qu'on n'a sans doute pas
le singe, enfin, on va encore revenir sur des trucs zoologiques, mais sur ce que bon, tout être qui n'est pas dans la pratique n'a pas besoin finalement d'avoir à disposition je crois que c'est vraiment spécifique du genre humain. Là. On est effectivement et après, je crois qu'il sous-tend que c'est cette prématuration, la survie, qui aussi est moteur de ce truc-là. C'est-à-dire il y a un côté, il faut bien survivre, c'est moteur par rapport sans doute à la constitution de ce corps sujet avec il y a certains trucs qui peuvent paraître négatifs et puis qui après se trouvent finalement comme positifs, comme moteur dans l'évolution humaine, j'ai l'impression. Il le dit de la survie, il le dira aussi après de la finitude aussi dans les pages après. Ça vous inspire un peu? Quand je lis que l'ontogénèse, c'est la page 185, l'ontogénèse répète la phylogénèse, mais après que cette phylogénèse se fut accomplie, j'aurais tendance à dire que c'est pas ça le propre de l'homme, parce que je crois que les animaux, un certain nombre d'animaux intéressants chauds, je sais pas, les animaux comme le chien, le chat par exemple, pour prendre les plus proches de nous, présentent aussi une forme d'entrée dans l'existence qui répète la phylogénèse de leur espèce, d'une certaine façon, il me semble. Par contre, ce qui est spécifique à l'homme, c'est le temps social. C'est le temps social. Et la répétition de la phylogénèse, finalement, c'est la répétition de la dramaturgie de l'émergence du temps social. Et de la conscience du temps qu'a l'homme, qui, on l'a vu dans des chapitres précédents, et la conscience d'une mort qui est en même temps... j'essaie de penser comme Kluskar, je ne reviens pas sur la discussion qu'on a eue là-dessus, une mort qui est en même temps promesse de vie. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Par contre, sur le petit 3, il dit des choses, pour moi le texte, le petit 3 est très structuré. J'y vois deux parties. Il y a une première partie qui est un propos sur l'ontogénèse, je vais y revenir,
et puis une seconde partie qui est, à partir de ce propos sur l'ontogenèse, une critique des ontologies freudiennes et néo-kantiennes. C'est à partir du troisième paragraphe de la page 188. Alors, sur les considérations sur l'ontologie, il rappelle une chose importante, très importante, qui est que on a cherché à déterminer l'être en tant qu'ontologie temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a cherché à déterminer l'être en dehors des règles classiques de l'ontologie, qui, dans la tradition philosophique, est la discipline, la science de l'être en tant qu'être, donc dans sa permanence. Là, on nous explique que l'ontologie, finalement, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un genre, dans son mouvement d'apparition, de développement. Et l'ontologie est phénoménologie parce qu'elle tente d'établir le récit de cette histoire. Ensuite, il nous dit, si nous avons proposé cette ontologie temporelle, ce n'est pas pour établir une autre ontologie nouvelle. Donc en clair, nous pratiquons une ontologie qui sort de l'ontologie, l'ontologie nouvelle. C'est un autre angle d'approche de l'ontologie, une autre vision de l'ontologie, et une vision de l'ontologie qui nous permet de saisir les deux bouts de l'être, le plus long et le plus court, qui peuvent être soumis à la praxis du genre humain. C'est-à-dire que l'ontologie temporelle s'inscrit dans une sorte de temporalité qui est à la fois temporalité de l'être et temporalité du genre, où il y a deux barrières. La barrière du temps long, l'évolutionnisme, et la barrière du temps court, l'instant. C'est comme ça que je le comprends. Je suis d'accord avec ça. Pour ce faire, je continue à le lire, nous avons proposé deux approches. Je crois que là-dessus, sous réserve de relire ce qui a précédé, mieux qu'on l'a fait tout à l'heure, mais il renvoie en fait au C1 et au C2. Hein. À partir d'une ontologie temporelle constituée selon les temporalités maximales et minimales qui déterminent l'être et qui doivent être les lieux imposés à l'intervention de la praxis. D'une part, la logique du genre, apportée par la praxis, le faire, le travail. Et puis, en bas de la page, ou l'avant-dernier paragraphe, d'autre part. Il y a un d'une part et un d'autre part. Le d'une part porte sur quoi? Le d'une part, il porte sur la production. La production conçue comme temps spécifique de l'humain. Alors, on ne va pas rappeler ce que la place du procès de production dans la phénoménologie ontologique de Kluska. C'est l'élément moteur de la transformation d'un être de nature à un être social. Et la production, c'est quoi? C'est le travail, le faire, la transformation, répondant à un impératif qui est un impératif de survie. Ce processus de production, qu'il appelle progressive rationalisation, ce sont les termes qu'il faudrait
explicité, s'accomplit en res cogitans, chose pensante. Ce que je traduis de la façon suivante, c'est par l'activité de transformation que se construit l'activité rationnelle, la pensée, la raison, si vous voulez, parler en termes kantiens, et pas dans le déploiement d'un patrimoine déjà là, qui aurait été, comment dire, une spécificité de l'homme. L'homme construit sa propre spécificité dans la nécessité de survivre et pour ce faire dans la nécessité de produire. Et c'est cette nécessité qui se fait constitutive du corps sujet, je continue à lire. Une résultante de la logique se fait le principe du corps sujet. Le lieu de l'effectuation apparaît et se désigne lui-même, rien de plus normal. L'ontologie répète la phylogénèse et se différencie parce que synthèse. Alors on revient sur l'idée que la genèse de l'être individuel, de l'être individuel, ontologie, l'ontogénèse, répète la phylogénèse, chose qu'on a déjà vue précédemment. Et puis, d'autre part, on arrive à l'autre bout de la chaîne, parce que, quelque part, on est toujours là dans l'échelle de temps de l'évolution, dans ce qui précède, l'échelle de temps de l'évolution qui est aussi l'échelle de temps du déploiement de la praxis. Et puis d'autre part, et là pour moi c'est une question, il semble que, puisque je rappelle, il y a d'une part et d'autre part, et que ce d'une part et ce d'autre part renvoie aux temporalités maximales d'une part et minimales d'autre part, l'instant, il semblerait que il nous indique que la phénoménologie, d'autre part, en tant que, c'est-à-dire dans la limite de l'instant, soit la phénoménologie de la consommation. Le processus consumériste. Il n'y a que 5 lignes là-dessus, puisque après, on change non pas de sujet, mais d'échelle. On tire les conclusions de ce qui a été dit auparavant. Alors je reviens sur le d'autre part, la phénoménologie du genre, l'homme naturel, s'achève et s'accomplit en tant qu'identification du processus identitaire et du processus consumériste. Le corps sujet est aussi l'achèvement de ce parcours phénoménologique, res désirance. Je dis en passant, désirance ici, désidérant là-bas, Oui. c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Ah oui, ça devient trouble. Dans le désidérant, C'était décidérant, C'était décidérant, oui. C'est pas décidérant. Voilà. C'est moi qui ai tapé le truc et j'ai regardé à 2 fois, mais il avait bien marqué ça. Il n'en dit pas plus sur la consommation, ça m'interroge. Voilà. Ça m'interroge sur le processus consumériste en tant que constitutif de la dimension de l'instant dans l'ontogénèse. Bon, je pense qu'il faudrait sans doute en discuter. Après, il dit le corps sujet, donc constitué de 2 composantes venues d'ailleurs et qui se retrouvent en un lieu commun. Il devient alors le lieu de leur relation, de la confrontation des termes antagonistes et complémentaires,
pas de production sans consommation, pas de consommation sans production. Non, cette formule, on la comprend facilement. Mais je me demande dans quelle mesure elle éclaire réellement le sujet qui a précédé. Enfin, toujours est-il que cette trajectoire-là lui permet de pointer la double dimension de l'ontologie ou de la constitution ontologique temporelle de l'homme, présent, l'homme de l'ontogénèse accompli, il est à la fois producteur et désirant. Et donc, il est à la fois l'acteur et le consommateur, le producteur et le consommateur. Le corps sujet apparaît comme la solution des problèmes posés par la logique et la phénoménologie du genre. On comprend bien pourquoi. Comment se mettent en place les deux composantes qui vont s'unir, qui se sont unies dans l'ontologie temporelle de l'homme. Il se constitue par cette résolution qui n'est autre que la synthèse du procès de production et du procès de consommation. Il est comme existence d'une opération synthétique qui sait concilier les contraires pour se produire en tant qu'unicité. C'est la synthèse de la res cogitans et de la res désirance, res commune à la pensée et au désir. Si dualité il y a, ce ne peut être qu'à partir d'un lieu commun, quand la res se fait corporéité, celle de la dualité constitutive du genre humain. Donc là, on comprend pourquoi le corps, pourquoi le sujet est corps, et pourquoi le corps est sujet, parce qu'il y a cette synthèse. Le concept de corps-sujet est ce montage gnoséologique, la différence est l'identification de la pensée et du désir. Tantôt il dispose d'une composante préférentielle, tantôt il confond les deux termes en un tout. Donc ça, c'est une phrase que je pense qu'il faudrait essayer d'explorer. Pourquoi cette composante préférentielle à certains moments et pourquoi le tout à d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça l'idée d'une totalité et d'une aliénation, hein, l'aliénation lorsqu'une composante préférentielle domine, et d'une totalité accomplie quand il y a confusion des deux termes, ou synthèse des deux termes accomplis, je ne sais pas. Ça peut être, on peut le voir autrement. Ça peut être au niveau individuel, ça, parce que chacun peut passer par des moments comme ça, mais ça peut être aussi au niveau idéologique, c'est-à-dire qu'effectivement, vu ce qu'il dit après, Oui. je pense que ce serait également possible. Mais au niveau individuel, je pense que c'est déjà quelque chose de factuel, quoi. Enfin, je crois que ce qu'il dit après est d'une toute autre nature, tout en parlant du même sujet. Ce qu'il dit après, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, la philosophie contemporaine, néo-kantienne, n'a pas su le reconnaître. Et elle est s'arc-boute sur deux pôles, Lacan et Kant, avec une tentative de synthèse avortée qui est ça. Ce qui, moi, me semble quelque chose de tout à fait pertinent, je pense, sauf à démontrer le contraire. Il y a bien une vision, aussi bien chez Kant que chez Freud et Lacan. Bon, il y a bien une vision polarisée, tantôt sur
le rationnel, tantôt sur le désir. Ce que dit Kluskar, c'est qu'il ne peut pas en être autrement, puisque l'un comme l'autre sont, enfin, l'une ou l'autre des tendances, sont dans une vision non temporalisée, non historique, mais ça va plus loin que ça, ils sont dans une ontologie non temporelle. Donc, ils ne disposent pas du facteur synthétique de la praxis pour expliquer, rendre compte d'une manière ontogénétique et phénoménologique, ce n'est pas leur projet, de la dualité de la constitution ontologique temporelle de l'homme. On pourrait réduire, je cite, la connaissance contemporaine à ce face-à-face, la res cogitans et la res désirans. La modernité n'est que la réalité des vieux clivages. D'un côté, Descartes, Husserl, Heidegger, de l'autre, Freud, Lacan, comme un partage. Alors, pourquoi Heidegger, c'est une question. Je n'ai pas compris pourquoi il mettait Heidegger. De l'autre, Freud, là, si vous avez une idée, une explication. Il reprend Husserl en le détournant, mais c'est un peu... oui, mais Heidegger est à l'ouest. Oui. Il est à l'ouest, pour moi, Heidegger, il reprend Husserl sur un plan... En politisant. Méthodologique, peut-être, avec la réduction idétique, avec la reprise qu'il fait, mais il est pas sur ce terrain. Il est ailleurs, il n'est pas dans une phénoménologie de la conscience du tout, c'est antérieur à tout ça. Oui, c'est pas, il est peut-être pas très bien aussi. Comme un partage corporatif qui décide a priori du sens idéologique, à toi, à moi, à chacun son domaine, et aux deux la donation du sens, ce qui n'est pas dit, en fonction de votre situation de classe. Aucun des deux camps ne semble soupçonner la praxis, son pouvoir démiurgique de la praxis. Restons entre nous à un désir sans praxis et à une pensée sans désir et sans praxis. Aussi, ce n'est pas demain la veille que le désir sera reconnu comme économie politique du genre et que celle-ci sera reconnue comme constitutive du corps sujet. Une question que je me pose par rapport à cette phrase, c'est que il y a eu une tentative, une série de tentatives de poser la question du désir comme économie politique. Ça s'appelle le freudo-marxisme, et c'est Kluskar, il constate dans son deuxième bouquin. Ouais. Le fascisme politique des idées. C'est un livre contre le l'anti-libre, qui vient de sortir à l'époque. Alors dans Rousseau, il y a des passages sur le freudo-marxisme qui sont assassins. Il faut que je les relise. Mais en fait, ce que dit pour conclure Kluskar, c'est que cette sorte de bipolarité non réductible et dépourvue de toute référence à la praxis qui structure la philosophie contemporaine, au moins un grand pan de la philosophie contemporaine, et sera incapable de rendre compte réellement, effectivement, de la phénoménologie ontologique, la structure phénoménologique ontologique de l'homme, c'est-à-dire de la production, de l'autoproduction du genre humain. Ce qui veut dire, me semble-t-il, que si elle ne peut pas rendre compte de cela,
elle ne peut que renvoyer à au néant, au nihilisme d'une certaine façon, ou à la foi. Oui, ça c'est bon. Mais bien. Mais Il y a bien. Oui, tu veux dire. c'est surtout que le nihilisme, en fait, pour moi, c'est l'exacerbation justement de la pensée sans praxis, en fait. Parce que quand elle se renferme sur elle-même, tu restes dans la synthèse kantienne entre chose pour soi, chose en soi, et tu peux même aller extrapoler la chose, tu doutes même de l'existence de la chose en soi, parce qu'il n'y a que la corrélation qui compte. Tout ce qu'il y a dans en soi, tu y as accès que dans le pour soi. Et à partir de ce moment-là, oui, une pensée qui est purement axiologique finit par être assez nihiliste, quoi. Ou alors, si on est chez Badiou avec les formes mathématiques, quoi. Oui. C'est-à-dire des qualités, des quantités sans qualité, quoi. Donc, du coup, Sur Badiou, je peux vous dire un truc. vas-y. Tu comprends. Ça te mettra. Pourquoi tu me dirais Il y a eu il y a 2 jours dans l'humanité, dans mon journal quotidien, il y a eu une page complète sur le dernier bouquin de Badiou. Ah, la suite de Lettres et l'événement. Oui, Ouais. le volume 3. Et il y a, je pense qu'ils ont été un peu emmerdés pour rendre compte de ce truc-là, alors ils ont donné la parole à un mec de la rédaction qui a écrit un bouquin sur Heidegger, qui s'appelle Maurice Ulrich, qui écrit des bouquins intéressants, c'est intéressant. Et puis d'un autre côté, il y a une... Alors ça, c'est Ulrich, c'est contre. Hein. Ulrich, c'est... je pense que son texte est bien sur Badiou. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez d'accord avec ça. Puis, il y a une fille, une romancière, semble-t-il, mais je ne la connais pas, je n'ai pas de roman, moi. Je suis ignare dans ce domaine-là, donc je ne la connais pas. Mais bon, alors je vous invite à lire son texte. Moi, j'aurais aimé qu'une femme me fasse une déclaration d'amour comme ça. C'est un truc extraordinaire. Je vous invite à le lire. C'est l'idolâtrie pure à l'égard de notre ami Badiou. C'est un beau texte d'ailleurs. Puis alors un texte qui commence par un truc du genre, une phrase du genre, on n'avait jamais eu aucun philosophe aussi clair depuis Jean-Paul Sartre. On n'avait rien lu d'aussi clair sur l'ontologie depuis Jean-Paul Sartre. Ouais. Ça s'appelle comment ce bouquin? Écoutez, si vous voulez, je vais te l'envoyer, puis tu peux le faire tourner. Ah, le texte, oui, oh, il faut le lire parce que c'est marrant. C'est marrant. Non, c'est marrant. Ça, je pense que c'est un texte assez emblématique du petit cosmos qui tourne autour de Badiou, qui est un pied dans la métaphysique, surtout quand elle est numérique, hein, numérisée. Et puis un pied dans la contestation de l'ordre établi. Tu vois, ça donne un truc. Oui, c'est pas très. Ça permet de faire de la critique pas chère et voilà, sans mettre en danger le capital. Quoi. Exactement, oui, sans mettre en danger le capital, ça c'est clair. Hein. Non, mais il y a un public. Ah oui. Il y a un public de fans, effectivement. Mais peut-être sur des. Plus je suis un peu ce qu'il fait, comment il procède, les modes opératoires de Badiou, plus je me dis qu'il se rapproche de celui qui était à l'université de Caen. Michel, C'est vrai qu'il y a des... Oui, j'avais déjà pensé à ça. Dans les modes opératoires, hein, Oui. dans les modes opératoires. Ah oui. Le discours, c'est autre chose, mais dans les modes opératoires, il y a de ça. C'est une forme de philosophie de salon à l'échelle de la médiatisation moderne. C'est la même fonction d'ailleurs un peu que l'on fait. Oui, c'est reléguer. Non, c'est des. Faut éviter le Badiou, cet après-midi. Ça me dit à voilà, bah écoute, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, personnellement. Moi, je dirais aussi que, en fait, il en arrive souvent à des situations dichotomiques comme ça, comme en Kluskar, hein, dans laquelle
il range effectivement, là c'est les gens du côté soit de la res cogitans, soit de la res désirans, mais sans qu'il y ait d'articulation synthétique entre les deux. Et c'est d'ailleurs ce qu'il lui reproche, et c'est d'ailleurs ce qu'il se propose, lui, finalement, de corriger. Mais il le fait aussi pour la dichotomie formalisme-empirisme, par exemple, hein, par exemple, dans Critique du libéralisme libertaire, il la pointe, et c'est même une des catégories principales de ce qu'il entend par néocantisme. Ça tient une part importante, cette dichotomie formalisme-empirisme. C'est aussi la dichotomie noumène-phénomène, dans le même Critique du libéralisme libertaire. Donc il y a toujours cet aspect dichotomique qui maintient au niveau idéologique une impossibilité de prendre en compte par des grilles de lecture pertinentes finalement la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que là c'est la fonction qu'il attribuerait à ce dichotomisme généralisé. Alors là, il y en a un autre, mais qui d'ailleurs pourrait se rapprocher aussi du dichotomisme formalisme-empirisme, puisqu'on pourrait effectivement dire que plutôt la res cogitans, c'est plutôt du côté du formel, et puis la res désirans, plutôt du côté de l'empirisme. Il y aurait des passerelles, quand même, hein. Ce serait un petit peu... Et voilà, donc, à ça, finalement, là, moi j'ai l'impression qu'il constitue, pour répondre à cette impasse, hein, il constitue, par le bas, hein, on va dire, puisqu'il reprend tout au niveau ontologique, une espèce on va dire, de brique ontologique qui serait constituée par le corps sujet, en tant qu'il est la relation du procès de consommation et du procès de production, donc comme quelque chose de basique, sur lequel il aurait fallu justement se baser pour construire effectivement une épistémologie, disons, conséquente et voire révolutionnaire, ce qui n'a pas été le cas par la constatation de ce qui s'est passé donc, dans l'histoire des idées ces derniers siècles. Mais je pense que là, sa démarche n'est pas... là, il arrive quand même à cette brique finalement ontologique, hein, donc entre procès de consommation et procès de production. Alors, en rebondissant un peu sur ce qu'on a dit la dernière fois au niveau social, là c'est au niveau ontologique, mais au niveau social sur sa fameuse phrase très controversée, P égale C, la formule un peu lapidaire. Ceci dit, là, on peut quand même dire que si il constate cette base ontologique, est-ce que justement ça ne lui sert pas quelque part finalement pour justifier au niveau social le fait que la consommation doit consommer plus que l'on produit, on doit produire plus que l'on consomme, quoi. Donc, mais il nous dit bien pas de production sans consommation, pas de consommation sans production. Ce n'est pas une négation de la consommation, mais est-ce que si on part de prémices qui semblent ontologiquement avérées, est-ce qu'on n'est pas fondé pour reconstruire finalement toute une épistémologie donc, qui soit une épistémologie conséquente et qui va bien sûr contre tout ce qui a été construit depuis plusieurs siècles, quoi, finalement. Si on part de Descartes. Mais en fait, je peux dire un truc ce serait hyper intéressant, mais à condition qu'ils fassent une analyse beaucoup plus...
je ne connais pas du tout les anthropologues qui ont travaillé là-dessus, ou même des marxistes, s'il y a des anthropologues marxistes qui ont travaillé là-dessus, mais tu ne peux pas dissocier le désir des objets du désir pour moi. Là, ça reste un peu abstrait, quoi. Et justement, moi, ce que je trouvais intéressant dans ces bouquins sociologiques, c'était quand justement ils montraient que la société du désir, elle est articulée autour d'un type de marchandise bien particulier, les fameuses marchandises libidinales, ludiques, marginales, mais du coup elles produisent le désir, quoi. C'est pas juste que le désir appelle des marchandises et puis que du coup, parce que je veux dire, si on avait filé 5 ou 6 lave-vaisselle différents aux gens, ils seraient pas mis à désirer de laver des trucs, quoi. Je veux dire, non mais il y a quelque chose de dialectique entre les objets du désir qui produisent le désir et puis enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est hors sol, quoi. Il ne rangerait pas le lave-vaisselle dans les Non, biens de justement, consommation. non, mais c'est pour ça que je suis en train de te dire ça. C'est-à-dire que C'est bien l'équipement. c'est que la société libérale libertaire, elle est aussi articulée autour de ces objets-là, quoi. Et moi, ce qui me gêne un peu, alors moi je suis assez d'accord avec ta restitution, c'est-à-dire que là, ce que je viens de dire, là, le plan est là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les deux logiques, il y a la logique du genre, phénoménologique du genre, les deux logiques finalement opérant des synthèses différentes mais dans le corps sujet. Mais en fait mon souci c'est que déjà il y a un détournement du concept de corps sujet, ça on en a déjà discuté. Le concept de corps sujet c'est un concept de la phénoménologie, je veux dire c'est Merleau-Ponty, c'est la philosophie de la perception, enfin, je veux dire on est là-dedans, quoi. Et là du coup en fait il en fait un concept en disant finalement c'est la clé, parce que effectivement d'un côté, on a l'accomplissement de la res cogitans dans le corps, entre parenthèses, sujet, et puis de l'autre côté, on a justement l'achèvement finalement de la phénoménologie du genre, qui est l'identification du processus identitaire et du processus consumériste dans le corps sujet. Et ces deux choses-là, donc du coup, ça fait que le corps sujet, c'est la résolution, c'est la synthèse. Et il le projette immédiatement sur procès de consommation, procès de production. En fait, il y a une médiation qui manque là-dedans, je trouve en tout cas dans le texte. C'est-à-dire qu'en fait, il fait apparaître des catégories marxistes, procès de production, procès de consommation, mais en fait, il nous laisse un peu sur notre faim, parce qu'il dit, bah oui, c'est là, il y a la clé, parce que d'ailleurs, il montre bien que justement, les deux logiques, les deux approches qui se résolvent dans le corps sujet, donc la logique du genre et la phénoménologie du genre, les deux, logique, phénoménologie, en fait, finalement, là, déjà là-dedans, s'opposent en fait les sciences sociales, quoi. C'est-à-dire d'un côté la logique formelle, l'idéalisme pur qui finit par ne rendre de compte qu'à lui-même et qui est dénué de toute praxis, et puis de l'autre côté, finalement, une phénoménologie qui aboutit au désir, quoi. Mais un désir sans praxis, sans ontologie, sans pensée, sans rien. Mais il nous laisse un petit peu... Enfin, il oublie justement que le concept de corps-sujet, il est produit par ces apories-là. Parce que le corps-sujet, c'est déjà quelque chose qui, dans l'ordre de la philosophie, est une négation même de la praxis et de l'autoconstitution du genre humain, dont on pourrait dire effectivement, si on était marxiste, étudions en tant que marxiste le désir et regardons qu'est-ce qui crée, qui produit le désir. Là, le désir, en fait, j'ai l'impression qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il est en train de faire une ontologie, et en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de le rabibocher avec ce qu'il dit en sociologie, où il constate effectivement qu'on est dans une société qui travaille au désir, que le capitalisme, c'est une nouvelle servitude, finalement, où les gens vont s'aliéner, en travailler pour pouvoir consommer, dans la paupérisation. Et finalement, le problème qui se pose, par exemple, c'est que c'est un truc qui m'a toujours énormément choqué quand j'ai lu Néofascisme, idéologie du désir, parce que dedans, c'est une attaque contre Deleuze et contre Marcuse. En fait, c'est pas du tout pareil, Deleuze et Marcuse. Je veux dire, Marcuse, c'est l'homme unidimensionnel, c'est une critique qui est très marxiste, en fait. C'est justement une critique, non pas du consumérisme, qui est faite par des bobos qui ont déjà tout, et puis qui critiquent les prolos qui veulent avoir accès à la consommation de masse. C'est une critique de base, qui est une critique de gauche pour moi, qui consiste à dire il n'y a aucune raison que les gens ils n'aient pas d'équipement, voilà. Enfin, je veux dire, on ne va pas, nous, maintenant qu'on y a eu accès, interdire des Chinois et puis des populations intégrales du monde entier qui veuillent y avoir accès. Moi je suis assez d'accord avec ça. Mais seulement je pense que dans la critique justement de Marcuse, il y avait quelque chose de beaucoup plus spécifique. C'était également une critique qui est très inspirée de la théorie critique marxiste des années 30 et un peu après,
qui dit oui, mais il y a un peu à réfléchir également, quand on est communiste et qu'on veut promouvoir quelque chose d'autre dans le capitalisme, c'est aussi l'imaginaire du capitalisme qui est qu'on peut aussi, surtout, tout avoir par l'achat et la consommation. C'est-à-dire que la critique de la société de consommation de ces gens-là, c'est pas juste la critique de gauche, écolo, ou autre chose, c'est aussi la critique d'une société où en fait on n'est plus des individus, on est des individus spécialisés, et qui donc en fait vont utiliser la société pour pouvoir avoir accès à plein de choses qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes, donc ils vont, au lieu d'essayer d'agrémenter toute une série, enfin d'être musicien, de savoir faire plein de choses différentes, d'avoir plusieurs métiers, et donc du coup ça suppose un rapport au temps différent, parce qu'il faudrait envisager de faire plusieurs choses tous les jours, ou de se répartir les jours dans la semaine, je ne sais quoi. Au lieu de faire ça, justement, on a c'est même pas un plaisir de gagner de l'argent, c'est que le fait de gagner de l'argent et puis d'avoir accès justement à des salaires qui te permettent de faire plus que de payer ton loyer à la fin du mois et puis d'avoir accès à la nécessité, aux denrées de première nécessité, c'est ce qui va te permettre justement d'acheter ce que tu n'as pas pu faire toi-même, par exemple. Et il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, et à mon avis c'est profondément marxiste, parce que justement, j'en reviens toujours au même problème, c'est que quand tu fais la critique de l'économie politique, le problème de P égale C, c'est que justement ça n'interroge pas le fait que production-consommation, c'est des catégories de l'économie politique, et donc faire la critique de l'économie politique, c'est critiquer justement une société qui scinde tellement en différentes sphères, le moment de consommation, le moment de production, c'est-à-dire le moment subjectif, on va dire, de consommation, et puis qui privatise la chose, et puis le moment de production qui est le moment justement de l'objectivité sociale des rapports de production, quoi. Et j'ai toujours l'impression que Kluskar, en fait, par manque de connaissance de ces auteurs-là, en fait, il prend le train en marche un peu parce qu'il est très influencé par son parti à l'époque, qui voit l'émergence de ces couches moyennes et puis qui entend des discours sur le désir, les machines désirantes. J'avais lu un texte de Van Hegen, une fois, lui, il était parti en live, on va travailler 3 heures par jour, on va pouvoir jouir dans le partage. Même la prostitution, ce sera génial, parce que les nanas, elles choisiront d'être prostituées, donc on aura une espèce de communauté, ça fait vraiment penser à des trucs un peu ambigus de libéraux d'aujourd'hui qui disent ça, quoi. Et il y avait ça, parfois, chez les situationnistes, on entendait ces choses-là. Et je peux comprendre que Kluskar, quand il a eu ça en face de lui, il vient dans notre milieu, il critique ça, il dit, bah, attendez, les gars, il y a toute une partie du monde qu'il faut sortir de la pauvreté, on n'en est pas encore là, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi entendre, du coup, que dans la théorie critique, il y avait des choses beaucoup plus nuancées, justement, parce que bon, le corps sujet se constitue par la synthèse, procès de production, procès de consommation. Il critique les réponses des sciences sociales privées en 2 camps, empirisme transcendantal, formalisme transcendantal, comme tu disais tout à l'heure, mais en même temps, il essaie du coup de vivifier, il se propose de vivifier à sa manière, à lui, il lance un projet, un petit peu comme un truc comme ça, qui consisterait à dire, voilà, appréhendons le corps sujet de façon marxiste. Mais il ne le fait pas. Et donc là, à la toute fin, en fait, c'est ce qu'il dit dans la lettre aux communistes, la toute fin de ce que j'ai lu, là, ça fait penser à la lettre aux communistes. Quand il critique, il fait là, en fait, empirisme transcendantal, formalisme transcendantal, en fait, il fait une critique beaucoup plus aboutie de ça dans la lettre aux communistes que vous avez publiée il y a 3 ans, ou 2 ans. Et on reste toujours un petit peu sur notre fin. Et puis, du coup, la seule chose qu'il dit, qui semble nous faire un petit peu avancer, c'est ce qu'il dit la toute fin, c'est quasiment je crois que c'est une apposition qu'il fait, où il dit à toi, à moi, à chacun son domaine, et aux deux, le domaine du sens. Et il dit, ce qui n'est pas dit, en fonction de votre situation de classe. Et donc, c'est un petit peu... C'est vrai, oui, effectivement, oui. Il y a toujours des exploités, et puis il y a une situation de classe derrière qui est absente des sciences sociales quand elles étudient le désir ou la pure ontologie, quoi. Mais c'est intéressant, mais c'est un petit peu comme de balance. Enfin, c'est presque facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, bon, bah oui, il y a un peu de lutte des classes là-dedans, ouais, mais la lutte des classes, c'est important. Je veux dire, faut savoir aussi un petit peu, faut mettre du contenu là-dedans, quoi. Ouais. Parce que j'ai l'impression que avec un texte comme ça, on est très satisfait, on finit par être un peu satisfait aussi de nous-mêmes en lisant des textes comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ah bah oui, tous ces bourgeois, des philosophes de l'université, la lutte des classes, ils s'en foutent, Badiou, il a jamais su ce que c'est qu'une usine, vous voyez. Mais ça va pas aider, je pense, à refonder le savoir pour émanciper justement les gens, quoi. Je pense à une chose par rapport à ce que tu dis sur néofascisme et idéologie du désir, oui, qui était publié en 72, donc qui était effectivement en 73, qui était une réaction effectivement à la publication de l'Anti-Oedipe, alors c'est vrai c'est un truc contre Deleuze,
et aussi contre Marcuse. Alors, bon, je ne sais pas s'il connaissait très bien Marcuse, mais bon, en fait, il lui reprochait en gros, c'est ce qu'il disait souvent, de reprocher, lui, Marcuse, au prolétariat de s'être vendu pour un plat de lentilles. Alors, donc là, il faut voir que dans le néofascisme et l'idéologie de Zir, il fait bien la différence entre les biens de consommation, qui dit ludique, libidinal, marginal, et les biens d'équipement, c'est-à-dire que les biens d'équipement qui sont nécessaires à la reproduction de la force de travail, notamment. Et donc, il fait bien la différence, il dit, on ne consomme pas un frigo, on ne consomme même pas une bagnole, on ne consomme pas un lave-vaisselle. Bon, le lave-vaisselle, il permet effectivement d'aller plus vite, de laver plus vite la vaisselle, peut-être pour aller bosser, tu vois, le matin à l'usine. Les transports, tu ne consommes pas des transports, tu utilises les transports dans le cadre du travail, etc., etc. Donc je pense que s'il pensait que Marcuse, dans sa critique de la consommation, critiquait justement que finalement le prolo ait accès à une télévision, à une bagnole et à un aspirateur. Bon, là, quand tu parles de solution, effectivement, est-ce que vraiment le fait de dire que le prolo se vautre dans la consommation... Non, ce qui semble... Oui, il prête ça à Marcuse. Il prête ça à Marcuse. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais donc, je ne pense pas que si tel est le cas, si tu veux, la critique de l'unidimensionnalité de Marcuse, si elle intègre ce genre de choses, je ne pense pas qu'elle aboutisse non plus à grand-chose, si tu veux, en termes de perspective sociale. Parce que bon, une fois que tu as dit ça, tu n'as pas dit grand-chose. Elle n'aboutit pas à grand-chose en termes de perspective sociale, mais elle t'aide, par exemple, et là, c'est un truc avec lequel, par exemple, des marxistes un peu... les marxistes du PC il y a 40 ans auraient à mon avis beaucoup de mal entendre, mais elle t'aide à comprendre la démobilisation. Parce que je peux t'assurer que, moi, je peux te donner l'exemple, si tu comprends si tu veux, mais j'ai un grand-père qui a 85 balais, qui a été ouvrier toute sa vie, qui s'est mis à son compte à un moment donné parce qu'il a dû faire comme ça. Je veux dire, c'est vraiment les gens les plus pauvres, quoi, qui à l'époque, ils ont arrêté l'école en CM2, hein, je veux dire, c'était ça à l'époque, hein, le monde ouvrier. Je veux dire, c'est des gens, ils ont élevé leur famille, ils ont vécu en banlieue pendant toute leur vie, avec une frustration de ne pas s'être réalisés dans d'autres trucs, avec toujours l'impression, toujours cette idée que ça leur revenait jamais, en fait. Et le problème, c'est qu'à la fin, ça te donne des retraités qui sont hyper aigris justement par cette espèce d'afflux de spectacles, etc., mais qui vont trouver que c'est obscène, la télé, toutes ces choses-là. Et puis, à côté de ça, ça va être des gens qui vont vouloir utiliser tout leur argent avant d'aller dans la tombe, et qui vont se vautrer eux-mêmes dans cette consommation-là, jusqu'à acheter des biens juste pour les acheter, qui sont à disposition, parce qu'on vit dans une société qui se produit. Je veux dire, aujourd'hui, la production de masse, via les ordinateurs, il y en a partout, hein, je veux dire, voilà. Et d'autres choses. Et du coup, derrière, il y a peut-être aussi à réfléchir à la démobilisation, parce que je pense que ça empêche les gens aussi de se penser comme sujet collectif. L'idée aussi du marxisme, c'était au XIXe siècle, c'était que c'était dans les usines, qu'il allait y avoir de la concentration. Il y en a eu d'ailleurs, de par les crises. Et que ça allait provoquer, qu'il y avait déjà de la socialisation des moyens de production du fait des contradictions du capitalisme. C'était ça un peu la théorie politique du XIXe siècle. Et aujourd'hui, typiquement, mon grand-père en l'occurrence a travaillé dans des usines de voitures, mais après il s'est mis à son compte, il y avait déjà de l'atomisation. Et quand il n'y a plus de collectif de travail, et que les gens, finalement, la seule chose qu'ils pourraient demander, la seule chose qui leur est permis d'espérer, en quelque sorte, en termes d'amélioration, c'est d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir faire un peu plus que de reproduire leur force de travail, comme tu le dis, et de pouvoir avoir accès, je sais pas moi, payer de la musique ou au conservatoire à leurs gosses, pouvoir aller en vacances, parce que c'est de moins en moins de gens qui partent en vacances, c'est pas quelque chose qui va non plus répondre nécessairement au fait de vouloir se réaliser. Voilà, donc je trouve juste que c'est un peu plus compliqué que de dire que dans l'homme unidimensionnel, il y a une critique des ouvriers qui sont vendus pour un plat de lentilles. Je sais pas, je ne connais pas assez pour je sais que c'est la critique qui semblait se dégager de mais sur Deleuze, je suis d'accord. Le désir il me semble que Marcuse a quand même jeté des jalons importants dans la compréhension du fait que le capitalisme... c'est pour ça que j'ai jamais très bien compris la critique de Kluska de Marcuse. C'est ça.
la compréhension du fait que le capitalisme produisait du désir. Et que le moteur de son développement, c'est le désir. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, il y a une équation simple, c'est qu'on ne peut faire de profit que, tout au moins jusqu'à un passé récent, que sur le dos de la production, et la production ne peut exister que s'il y a une consommation. Et le capitalisme analyse les stratégies d'incitation à la consommation. C'est Ford, c'est le neveu de Freud, là, Oui, Ernest. Bernès, c'est ça qui est absolument fondamental. C'est un texte extraordinaire. Pour moi, c'est un grand texte de philosophie. C'est un grand texte d'anthropologie philosophique de Bernès. Et qui va loin. Et donc, voilà. Et Marcuse, il démontre de façon très intéressante tout ça. C'est pour ça que moi, et en plus, je trouve que c'est assez convergent. Mais voilà, c'est très cohérent. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, mais apporte-toi de la Philippe de Marcuse au lieu de dégommer pour. Après, Marcuse, à la fin de sa vie, en tout cas, a écrit une époque où on voit la stratégie capitaliste qui commence à réussir. Et tout le monde est démuni face à ce qu'on a appelé la montée en puissance du consumérisme, dont on n'a pas tout de suite compris la portée anthropologique, c'est-à-dire l'ingérence même de ce processus dans la constitution des formes de vie, des formes de pensée, et même au-delà de l'ontologie humaine. On n'a pas compris tout de suite ça. Il y a des philosophes qui l'ont senti tout de suite, mais au départ, les marxistes ont répondu par une pensée en termes de besoin, pas une pensée en termes de compréhension du besoin. Moi, j'ai vécu ça professionnellement, dans le débat que j'ai eu toute ma vie avec des maires qui, à 97% de mon existence, étaient des maires de gauche, et sur ces 97%, à 97% des maires communistes, où j'étais toujours en conflit sur la question de l'offre de service. À quoi ça sert de produire du service public? Alors il y avait d'abord une réponse que j'écarterai tout de suite, qui était une réponse cynique. Le service public, le service qu'on produit, il sert à se faire des clients. Bon, ça existe. J'ai entendu quasiment un mot à peine voilé, déjà, un certain nombre de fois. C'est une manière d'évacuer complètement le débat avec la société civile sur qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent commun. Voilà. Et puis après, il y a des gens sincères qui pensent que produire du service public, par exemple dans le domaine de la culture, c'est multiplier les spectacles. Et moi je leur dis encore, pour moi ce qui est fondamental dans l'activité d'une municipalité, c'est de produire de la praxis culturelle. C'est-à-dire d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour que les gens ne soient pas dans la consommation, mais dans la pratique. Voilà. Et là, tu prenais l'exemple du conservatoire. Le conservatoire, alors il faut bien analyser comment un conservatoire en particulier fonctionne, parce qu'il y a encore... bon, le conservatoire,
c'est tout à fait autre chose que la salle de spectacle. Parce que le conservatoire, c'est une école. C'est un endroit où on va acquérir des aptitudes, on va se retrouver dans un contexte d'envie de faire, de pratiques communes aussi, parce que la musique, ça se fait en commun, qui est, je pense, du point de vue politique, extrêmement, potentiellement émancipatoire. Voilà. Alors que le spectacle, pour moi, c'est un moment où on pose son cul, on écoute, alors je parle de musique, hein. On pose son cul, on écoute, les lumières se rallument, c'est fini. On est dans un rapport presque solipsiste avec ce qu'on écoute. On est touché, on n'est pas touché, on se tourne vers le voisin pour savoir s'il est aussi d'accord s'il est d'accord avec nous sur la qualité de la chose qu'on écoute, mais ce n'est pas du tout le même type de rapport social que le rapport social qu'on peut avoir quand on est dans un atelier collectif sur l'apprentissage d'un instrument ou des trucs comme ça, ou sur le montage d'un projet. Or ça, c'est un débat qui était, et alors je ne vous parle pas aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Aujourd'hui, tu parles culture, on dit combien ça coûte. C'est encore autre chose. Mais c'était un débat, on avait la possibilité d'avoir ce débat. Et ce débat, on n'arrivait pas à l'avoir. On était parasité alors, par le fait que on avait une vision de la culture qui était finalement assez proche de celle de Malraux. Il fallait mettre les grandes œuvres du patrimoine à la portée de l'ouvrier. Bon. C'est une idée très généreuse, mais qui évacue complètement la notion de praxis. Complètement. Enfin, pas la notion de praxis, qui est la notion d'activité. Parce qu'il y a une praxis derrière ça, mais ça c'est encore autre chose. Mais la notion d'activité, on était là-dedans, puis c'était aussi parasité par le manque de lisibilité du travail souterrain à faire, parce que c'est un travail souterrain qu'on fait dans les conservatoires. C'est pas palpable. Pas palpable, C'est-à-dire que je ne veux pas envisager ça comme des inputs, et puis dont tu vas pouvoir très rapidement évaluer que tu vas avoir tel... Oui, sur 5 ans, tu vas avoir il y tel avait concert. déjà quelque chose un petit peu comme ça, ouais. Mais finalement, on se rend compte que dans un truc du quotidien, hein, il n'y a rien de plus quotidien que le fonctionnement de collectivité locale, les questions dont on parle ici, elles se posent. Elles se posent de manière... Elles se posent pas, justement. Enfin, elles sont jamais posées. Ouais. Elles se posent quand même, elles ont été posées. À l'époque, mais tu dis de moins en moins. Quoi. Ben, de moins en moins, parce que là, aujourd'hui, on est tombé dans... Attends, on est tombé dans un cauchemar, c'est un véritable cauchemar, ce qui se passe actuellement. Ne dis pas de mal de Macron, je te vois. Mais non. Mais c'est pas Macron. Macron, c'est le produit d'un système, de l'évolution d'un système, dont les prémices très concrètes dans la gestion des collectivités locales se sont installées dans les années 80. C'est pas d'aujourd'hui. Et à l'époque, on voyait clair dans ce qui était en train de se passer. Mais il faut se dire une chose quand même, c'est que on voyait clair, mais on n'a pas su résister. Et puis il y avait une gauche de gouvernement en France. Une gauche de gouvernement. Je ne regrette pas tout dans ce qu'a fait la gauche de gouvernement. Parce qu'il faudrait... Mais la gauche de gouvernement a quand même fonctionné fondamentalement, et je ne parlerai pas de parti là, mais vraiment d'idéologie au pluriel, mais d'idéologie quand même, elle a fonctionné sur la base d'un compromis
avec une capacité d'analyse très faible et une capacité de résistance encore beaucoup plus faible. Pas les années de Jack Lang, Oui, c'est quand même une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Oui, mais c'est une catastrophe à laquelle emblématique. C'est ça. les intellectuels ont largement contribué. Ils sont tous à Mais écoutez, il y a parce que bon, moi je ne suis plus parti communiste, mais je suis l'actualité de ce parti qui ne m'est pas indifférent. Et je vois des conférences actuellement, pas des conférences, des groupes de travail sur la culture. Je lis les textes qui sont produits. Putain, mais on a l'impression qu'il n'y a de culture que chez les professionnels de la culture. Mais la culture, c'est nous, la culture, c'est la rue. Or là, on fabrique une politique culturelle d'un parti pour satisfaire 0,5% de la population qui a la chance d'en vivre ou la malchance de devoir espérer en vivre un jour. On passe complètement à côté du fond. Et du fond, et des publics auxquels il faut s'adresser. Parce que l'enjeu de la culture, c'est à l'école, c'est dans le travail, c'est partout l'enjeu de la culture. Et de même, quand on me dit la culture populaire égale culture de merde, etc., je pense qu'on se fourvoie complètement par des jugements de valeur sur ce que les gens consomment. C'est pas ça l'enjeu. Pas ça l'enjeu, parce que bien sûr que les industries culturelles, elles existent, on sait ce qu'elles produisent, on sait pour qui elles le produisent, pourquoi elles le produisent, dans quelle logique elles le produisent. Il n'y a pas de problème. Mais il y a tout un tissu de vie culturelle en dehors de ça qu'on oublie complètement. Oui. Et il existe. Et il n'est pas dans les CDN et dans les machins comme ça. Il est dans les associations, il est dans un tas de trucs qui se posent des questions d'ailleurs, qui sont des questions qui... moi, par exemple, j'ai commerce avec 2 ou 3 assos de mon coin, je ne suis pas dedans, mais je connais bien les gars qui s'en occupent et tout, je vois les questions qui se posent, mais c'est précisément ces questions-là. Comment on peut sortir de la pression, du carcan, de l'idéologie dominante dans le champ culturel, comment on peut... Et il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de gens qui se cherchent, il y a plein de choses qui se font. On a l'impression que tout ça, c'est complètement invisible à l'heure actuelle. Il faut invisibiliser, parce que moi je débarque dans le spectacle depuis une quinzaine d'années, parce que j'étais plus dans la presse avant, et du coup je vois que quand même il y a un processus d'écrémage vers des grosses institutions, bien sûr. Qui sont du coup qui confortent le point de vue dominant, parce qu'il y a quand même des... je vois pas beaucoup d'analyse dans ce milieu-là, je vois rien. Oui, je pensais un peu à ce que tu disais là, par rapport à ton grand-père, qui effectivement lui était dans une dynamique d'acheter des choses, etc. Alors, reste à savoir si les choses relèveraient de ce que Kouskar dit à propos de est-ce qu'il relève de la consommation ou des biens d'équipement, c'est autre chose. C'est plus compliqué que ça, mais c'était pas le but. C'est compliqué, mais je veux dire, alors, mais comment, eh bien, des gens, je ne sais pas s'il est demandeur de culture, ton grand-père, mais ni même le mien, mais le fait est que ces gens-là, pas au niveau du social, mais au niveau des pénates, on les arrose déjà depuis des décennies. Certains vont jusqu'à 4 heures de télévision par jour. Là, tu parlais de posture du subi du spectacle, mais tu en as une à la maison pendant 4 heures par jour, quoi. Donc là, c'est contradictoire avec le procès de production, quoi. On apprend aux gens, d'ailleurs très tôt finalement, les enfants, on les met devant des dessins animés. Et puis c'est comme ça, donc c'est une posture anti-praxis, on va dire ça. C'est vraiment le truc. Comment des gens que tu as finalement dressés, c'est le mot qu'emploie Kouskar quand même, c'est pas faux, à ça,
que dans la sphère culturelle proprement dite, à qui tu proposes des trucs qui relèvent un peu, non pas de l'émancipation politique, mais du moins-disant culturel, quoi. Et donc, comment tu peux prétendre à ce que ces gens-là, eh bien, ils veuillent se saisir de la, socialement, de leur destinée, finalement, de leur destin social et du destin de la collectivité. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Si on ne peut pas prétendre rendre les gens, malgré tout, quelque part, dès l'enfance et 4 heures par jour pour certains, plus, et leur demander à la fois d'être conscients qu'ils sont dans des sociétés de négation du procès de production, parce qu'on montre bien ça, hein, dès le plan Marshall, les flippers, les machins, etc., et d'exaltation du process de consommation, donc ils ont finalement que des miettes, quoi, parce que la plupart n'auront que les t-shirts avec Oui, mais c'est des pas, strass, moi, etc. je suis pas d'accord du tout avec ça, par exemple, ce que tu viens de dire là. Moi, je suis pas d'accord du fait de dire qu'il nie le procès de production et qu'il exalte le procès de consommation. Justement, d'ailleurs, le corps sujet. Non, mais le corps sujet, auquel ils n'ont pas accès, quoi. Ce que Kluskar te dit, c'est le corps sujet se constitue par la synthèse procès de production, procès de consommation. C'est-à-dire qu'il y a une synthèse, c'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, en fait, il dresse en fait une égalité entre le procès de production et le procès de consommation. Précisément, une égalité qui suppose du coup, une synthèse, qui suppose que tu aies 2 termes à synthétiser. Et moi, c'est pour ça que je te parlais de mon grand-père. La question n'est même pas de savoir si les marchandises en question étaient des marchandises qui sont dans la reproduction d'un force de travail, etc., etc. Je te dis simplement que on a aussi dit aux classes populaires, tu peux me raconter ce que tu veux sur le Parti communiste, mais je veux dire, dans le Parti communiste, tu avais une école, tu avais des formations de philo. Et je veux dire, moi j'ai un grand-père qui a voté Georges Marchais, qui a voté communiste toute sa vie, il a dû voter Duclos dans le temps, et il n'a pas lu une ligne de Marx. Je veux dire, c'était des gens, si tu veux, ils se reconnaissaient dans la figure du parti. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, on me dit, le parti, pour beaucoup de gens, le Parti communiste, c'était le parti qui avait viré les Allemands, quoi, qui avait pris la résistance armée. Ce qui est objectivement vrai. Et je me demande si finalement ça n'a pas plus joué dans la façon dont des classes populaires et des couches entières de la population ont pu rallier ce parti-là après la Seconde Guerre mondiale, que le fait de véritablement tenir un discours critique sur le mode de production capitaliste et l'imaginaire qu'on pouvait projeter ailleurs. Il y a toujours eu des cultures récalcitrantes. Je veux dire, dans le 19e siècle, tu avais des cultures anarchistes, la Commune de Paris c'était faire autre chose, tu as eu des gens tu avais des ouvriers qui refusaient, qui arboraient un mode de vie minimaliste. Bon, après, ça pose d'autres questions. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, je pense, à la fin de leur vie, ils ont été exploités toute leur vie, et en fait, le problème, c'est qu'ils ont une critique aliénée de l'exploitation qu'ils ont subie. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est on aurait voulu plus, et effectivement, le capitalisme, c'est l'exploitation du travail et la plus-value et tout ce que tu veux, mais c'est aussi la production, la plus-value et la plus-value de la valeur, si tu veux. C'est-à-dire que c'est aussi un mode où il y a une cohérence, si tu veux, de la valorisation, de l'échange des marchandises, et même si le mouvement ouvrier a eu bien des mérites à lutter pour que des gens aient accès aux consommations de base, qu'il y ait des équipements, tout ce que tu veux, que des corporations qui fassent que tu aies des gens qui puissent aller au théâtre, tout ce que tu veux, c'est quand même, c'est à mon avis une critique qu'il faut être, c'est pas une dérive petite bourgeoise, c'est une vraie critique à entendre. Je pense qu'ils ont aussi joué le rôle, si tu veux, d'intégrer dans les imaginaires de ces gens-là, de provoquer une intégration de ces gens-là par leur imaginaire dans la société capitaliste, en disant on peut juste redistribuer les fruits de la production capitaliste, on en a les moyens, et il faut mener des politiques de répartition, etc. Et l'exemple de mon grand-père était plutôt là-dessus, c'était de dire, à la fin, il y a quelque chose de presque complètement névrotique, quoi. Tu t'achètes des biens que les ordinateurs, pour ne pas les nommer, il n'a jamais rien pigé en informatique. C'est du genre à acheter un ordi. Mon père est informaticien, on est tous informaticiens dans la famille. Ils achètent un ordi, ils ne l'achètent pas chez Surcouf ou je ne sais où. Ils l'achètent à Auchan, ils se font gruger par un vendeur qui leur vend une merde. Au bout de 5 minutes, ça marche plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en achètent un autre parce que quand ça marche plus, on le fout à la poubelle, on en achète un autre.
15 ordi en 10 ans. Combien? 15 ordi en 10 ans. Et puis quand c'est pas ça, c'est 5 Ils ont imprimantes. un super marché. Mais là, tu décris comme des situations mixtes. Parce que Des situations mixtes. Ben non, tu parles effectivement de gens qui sont, Et donc, non mais, ça qui sont ça compte. en régime, on va dire régime, parce qu'on dit assez, en régime capitaliste. Bon, alors il ne faut pas s'attendre à beaucoup à autre chose. Il faudrait comparer avec des gens qui étaient en régime socialiste, par exemple. Donc, quel était leur Je vais te dire, Je suis d'accord. Mon père est né à 85 ans. C'est un enfant de l'après-guerre. Mon père, à moi, est mort à 80 ans en 1997. Il était né en 1916, donc il avait 80 ans. Il était de la génération d'avant la guerre, c'est-à-dire qu'il a eu 20 ans en 1936. Certificat d'études à 14 ans, sorti de l'école le lendemain à l'usine. Fondeur, donc Grouillot près de la fonte en fusion, versé dans les moules, l'enfer. Ah oui. Ma mère, même topo. Ces gens-là ont connu l'après-guerre, il y a eu la résistance, ils ont connu l'après-guerre. Alors, mon père n'a jamais lu une ligne de Marx. Ma mère lisait beaucoup, mais pas Marx. Beaucoup de romans, de choses comme ça, elle était très cultivée. Mon père, c'était un homme russe, un homme très gentil, formidable, mais russe. Mais leur subjectivation politique, leur construction subjective de la vision politique qui était la leur, ils l'ont faite dans le travail. Ils étaient, comme beaucoup de Français de l'époque, issus d'un milieu rural, parce qu'il n'y avait plus de boulot à la campagne, il fallait aller à la ville pour aller bosser. Bah ouais, mes grands-parents c'est ça. Bon. Donc, c'était en arrivant à l'usine qu'on leur disait tiens mon gamin, prends ta carte au syndicat, machin. Et il y avait un contexte qui. Alors, il n'y avait pas que le Parti communiste, il y avait une foultitude de choses, mais un contexte à la fois international, national, un contexte dans l'usine qui favorisait ce genre de choses. Et mes parents sont morts aujourd'hui, eux n'ont jamais été dans dans le désir, dans un certain moment, l'hubris de la consommation. Tout simplement parce que c'était la misère. Ouais. La misère. Mon père, au sortir de la guerre, il a repris quelque temps son boulot. Puis, il a perdu son boulot, parce qu'on l'ignore, mais il y a eu une très grande vague de chômage dans les années 51-52. Moi, je suis né en 53, donc 54, ça a duré jusqu'en 55, 56 même. Et en 56, la seule solution qu'il avait pour continuer à faire vivre sa famille, c'était de faire ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, auto-entrepreneurs. À l'époque, ça s'appelait petit artisan. Et il a acheté une camionnette. Et il a commencé à ramasser les ferrailles chez les gens pour les revendre à des grossistes. Quand j'étais gamin, j'ai fait le tour de la ville, assis à côté de la camionnette de mon père, et on achetait des pots de lapin, on achetait de la ferraille, on achetait des tôles, on achetait du cuivre, etc. Et on fonçait aux grossistes du coin pour les revendre. Bon. Cette expérience-là, elle s'est terminée par une faillite et une période de misère qui a duré jusqu'en 68. Une période de misère qui, pendant toute cette période de misère, le désir de mes parents n'a pas été d'utiliser les 3 sous qui rentraient dans la baraque pour acheter une maison, une bagnole. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. Ils ont payé des études à mon frère. Ils se sont saignés à blanc pour payer des études à mon frère. Et en 1964, donc avant 68, mon frère est devenu enseignant à l'université de Reims. Moi, j'ai 12 ans de moins que mon frère. Donc à cette époque-là, j'étais gamin, j'avais 11 ans. 68,
le revenu de la famille était multiplié par 6 en quelques jours. Grenelle, papa avait retrouvé un boulot de gardien de nuit dans une usine, ma mère était couturière chez et multiplié par 6. Donc, le poids du remboursement de la faillite, qui grevait complètement les quelques sous qui rentraient, a été quasiment effacé du jour au lendemain, et il y aurait pu y avoir à ce moment-là une ouverture des vannes, on achète ceci, rien. Rien, on a continué à vivre comme avant. Alors, on mangeait mieux, les études étaient payées beaucoup plus facilement, mais les objectifs étaient toujours les mêmes. C'était une autre époque, et ces gens-là n'étaient plus de la même époque que celle de ton grand-père. C'était pas la même époque. C'était celle d'avant. Il y avait eu la guerre d'Espagne, il y avait eu et puis je crois que c'est important d'avoir ça, tu vois, de voir que les. Mais dans le même temps, il y a des gens de leur âge qui ont eu cette mutation dont tu parles. Tu vois, il ne faut pas croire que tout le monde était comme ça. C'est loin s'en faut. Il y en a certains qui sont très bien accommodés de la période de croissance, de l'ouverture des crédits, l'achat du frigo. Ouais, ma mère a acheté un frigo. Ah oui, parce que avant c'était le bloc de glace. Hein, oui, bon, donc on ne peut pas considérer que le frigo en soi ait été une concession majeure au capitalisme. Mais elle a acheté un frigo, elle a acheté une machine à laver. Parce que quand tu bossais à 6 km, quand tu étais couturière, que tu bossais à 6 km de l'endroit où tu vivais, et qu'il fallait faire le truc, parce qu'il n'y avait pas les bus et tout ça, le matin, pendant un temps c'était le vélo, puis après c'était pédibus, elle faisait ses 12 km à pince, en plus de sa journée de travail, et faire la lessive à la main, non, dès qu'on a pu, on a acheté une machine à laver. Mais ça s'est arrêté à des choses comme ça. Il n'y a même jamais eu de lave-vaisselle chez nous. On faisait la vaisselle, voilà. Chacun son tour, on faisait la vaisselle. Mais je pense que tout ça, toutes ces biographies finalement, quand on théorise, on a du mal un petit peu à les... Si on ne les a pas vécues soi-même, bon, il se trouve que je les ai vécues, on a du mal quand même à les intégrer. Le rapport de l'ouvrier à la consommation était un rapport complexe où il y avait de l'envie, du désir, il y avait aussi de la culpabilité, mais il y avait aussi, en tout cas chez mes parents, une parfaite conscience de la limite de tout ça et du fait que ce n'était pas le capitalisme qui leur a apporté un frigo, c'était la science. Parce qu'il y avait aussi ça, il y avait aussi l'idée de dire la technique. Le capitalisme exploite la technique. Il exploite la technique pour rendre les gens pauvres, réduire la quantité de travail disponible et faire du chômage. C'est pas faux. Ça s'est aussi passé comme ça. C'était pas pour essayer d'émettre un jugement péjoratif ou culpabilisant vis-à-vis de ce genre de consommation-là. On devine dans ma façon de parler que 15 ordi, je sais ce que je pense de ce que c'est que de faire ça. Mais c'était plutôt pour attirer l'attention sur justement le rapport de certaines personnes aux objets de consommation. C'est pas l'objet de consommation en tant que tel, c'est le rapport aux objets de consommation. Et je pense que par exemple Marcuse aurait plutôt eu tendance à dire qu'on est dans la consommation de masse quand on n'a plus de désir, et pas quand on a des désirs. Et ça c'est un truc que Kluskar dit pas forcément. Et c'est pour ça que je dis ces choses-là, parce qu'en plus il y a quelque chose de très moralisant dans sa critique justement dans le néofascisme. Parce que c'est très intéressant de faire de la sociologie des biens de reproduction, des biens d'équipement, et des biens, je sais plus comment il appelle ça, les biens... des biens marginaux, mais bon, en gros, il fait cette distinction-là, mais le problème, c'est que ce qu'il y a en fond de cours dans ce qu'il dit, c'est que consommer de la drogue, du sexe, etc., c'est mal. Consommer des choses qui sont des biens d'équipement, etc., c'est quelque chose qui est quand même... C'est pas que c'est mieux, mais c'est qu'en tout cas c'est plutôt d'ordre justement d'utile et que justement, comme tu dis, on ne consomme pas un frigo. Et du coup, il y a l'idée qui est sous-jacente, alors ça c'est ma lecture, mais en tout cas si c'est comme ça aussi que je le lis, il y a l'idée quand même que les marchandises de services, les marchandises libidinales, ludiques, marginales, mais en fait ça va bien au-delà de la drogue et de ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui dans les entreprises, vous avez des ingénieurs qui sont là, qui font des PowerPoint, qui doivent être séduisants pour vendre leur boulot de prestataire à d'autres personnes. Donc ça s'est vraiment initié dans les entreprises. Et je veux dire, c'est que c'est partie intégrante du capitalisme.
Et que c'est même parfois dans ce secteur-là que se fait la plus-value, parce qu'avec la technisation des choses, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, on produit beaucoup de plus-value. Ce que dit Kluskar aussi dans le néofascisme et dans les autres, c'est que ces marchés du désir sont là aussi pour faire repartir le capitalisme en crise. C'est-à-dire que tous ces trucs dont finalement on n'a pas besoin et qui apportent l'aliénation en plus, on sait bien que c'est le travail sur le travail que se fait le profit. Donc il suffit que tu mettes à travailler un type sur un truc complètement, tu peux même lui faire creuser les trous puis les reboucher. Tu lui fais produire un truc qui est inutile, en plus qui va l'aliéner, qui va en aliéner d'autres, etc. Donc, et tu crées de l'argent pour le capitalisme. La drogue, toutes ces choses-là, c'est également là-dessus, et la critique, c'est pas une critique morale qui fait là-dessus, Kluskar, c'est une critique, justement, que ça va tout à fait dans on fait des nouveaux marchés qui vont à la fois aliéner les gens parce qu'ils vont l'éloigner de l'émancipation sociale qui est vraiment la seule émancipation. C'est plus facile de dire à des gens désaliénez-vous, réclamez la légalisation du cannabis ou d'autres drogues que de lui dire autre chose, de prôner les nationalisations ou la renationalisation des services publics, etc. Donc le truc là, et à la fois il dit que tu crées des nouveaux marchés qui sont un moyen pour le capitalisme de rebondir face à la crise. Bon, c'était les années 70, etc., choc pétrolier et de l'or flottant. Et voilà, et de l'or flottant. Donc c'est pas une critique, si tu veux, là pour le coup morale de la consommation. Ben, c'est une critique qu'elle va dans le sens justement de donner du grain à moudre au capitalisme et en plus d'éloigner les gens de la véritable émancipation qui est l'émancipation sociale. Je pense que c'est plutôt là qu'il faut voir la critique d'un néofascisme et idéologie du désir.